De l'existant, en termes de diagnostic, nous étions une collectivité territoriale qui n'a aucun investissement. J'ose le dire, à part l'école élémentaire que j'ai trouvée là-bas, et peut-être des cases de santé qui ne sont même pas construites. Donc, c'était jusqu'en 2014, il n'y a presque rien. En termes d'investissement, il faut vraiment apprécier l'apport de l'État au niveau de transfert financier. C'est extrêmement important. Parce qu'une localité ne peut se développer que concomitamment aux compétences transférées, qu'il y ait des transferts financiers. Et de 2014 à nos jours, on peut le multiplier par 4 ou 5. Et cela nous a permis quand même d'installer au niveau de l'espace scolaire, n'est-ce pas, de se battre pour l'absorption des abris provisoires en construisant des salles de classe quand même. Mais aussi le point le plus saillant dans l'éducation en termes d'investissement, c'est la création d'un collège d'enseignement qui est parti de l'effort communautaire avec le système HIMO, haute intensité de main-d'œuvre, dont j'ai été le principal artisan parce que je suis passé par la mobilisation communautaire pour construire 3 salles de classe, un bloc administratif, un puits et des toilettes. Et cela a favorisé en 2017 du moins, l'ouverture d'un collège qui est en train de faire la fierté parce que la carte scolaire a grandi, mais aussi la déperdition scolaire a beaucoup diminué. Et on a pu récupérer beaucoup de jeunes filles, n'est-ce pas, qui jadis abandonnaient les études, liées aux distances pour aller faire des études. Mais dans le cadre aussi de l'accès à l'énergie, quand j'arrivais là-bas, j'ai trouvé qu'il n'y a aucun des 12 villages de la commune n'a l'électricité. Bon, Dieu a fait que par la force des choses, on a électrifié aujourd'hui 5 villages et ça a été fait sous le dynamisme, la coopération, mais aussi avec le poids de transfert que nous recevions de l'État. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, malgré tout, on court derrière la réalisation d'un poste de santé. L'État avait dit chaque commune, en principe, un poste. Parce que les femmes, les visites prénatales doivent être assurées. Ça fait partie des indicateurs de développement. Malheureusement, notre commune n'a pas toujours un poste de santé. Les femmes font plus de 15 km par localité, d'autres 5 km par localité pour aller faire des visites, se soigner. Et ça, c'est une préoccupation vraiment qui nous empêche de dormir parce que l'État, à travers les agences, le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, qui avait pris l'engagement en présence du gouverneur de Sédhiou, que Djoudjoubou verra son premier poste de santé en 2021. Jusqu'à présent, on attend le démarrage des travaux. En termes d'accès à l'eau aussi, c'est une problématique que nous vivons dans la commune. On n'a qu'un seul forage qui alimente quelques villages parmi ces 12-là. Et on nous a dit qu'il y aura un second forage qui doit démarrer et dont les travaux tardent à se réaliser. Voilà autant de préoccupations que nous avons. Nous pensons que cette rencontre-là allait servir de tribune, que le président allait donner la parole aux maires au fin fond de l'intérieur pour qu'ils puissent s'exprimer et que devant les ministres présents et les directions puissent saisir la quintessence du message parce que le prétexte qui a voulu ça, c'est un prétexte qui est fondé. Si on parle de l'émeute, si on parle de l'emploi, si on parle de développement territorial, on parle de déploiement de l'État au niveau des territoires. On est d'accord qu'un directeur soit nommé, qu'il y ait son bureau à Dakar, mais les actions gouvernementales à travers de cette direction-là doivent être répercutées à l'intérieur du pays. Cela nous paraît extrêmement important dans la politique de l'emploi, mais aussi dans l'économie circulaire. Si tout le monde quitte l'intérieur pour Dakar, c'est parce qu'il n'y a pas la circulation de l'argent. Il ne suffit pas de produire. Il suffit pas de produire, il s'agit aussi de manger. Pour manger, on ne produit pas tout ce qu'on mange. On a besoin de suppléments à travers d'autres activités, d'où les activités génératrices de revenus. Nous sommes convaincus qu'il y a des agences qui existent. Si réellement ils jouent pleinement leur rôle, je pense que la vision de son Excellence M. Macky Sall allait être concrétisée dans tous les territoires de ce pays. Parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été faites. Malheureusement, je dis bien malheureusement,
il y a des gens qui n'ont pas compris. Quand je dis n'ont pas compris, vous allez voir des directions, par exemple, qu'on vient de citer. Il dit qu'il passe dans les collectivités, il traite, il donne des financements à des particuliers sans pour autant que le maire ne soit informé. Personne ne peut comprendre. Et qu'est-ce que vous répondez en tout cas? Nous disons à M. Sarr, l'État a une démarche. Dès qu'on parle de l'État, on est dans une logique républicaine. Dès qu'on parle de logique républicaine, on sait que le pays fonctionne sur deux branches. C'est la branche décentralisée et la branche déconcentrée. Aujourd'hui, le président de la République, c'est lui qui a décentralisé le budget consolidé d'investissement. Il pourrait dire, allez faire ça directement. Parce qu'il nous a conféré 9 compétences. Quelles que soient les responsabilités que ces nommés ont, je pense qu'en premier lieu, tout ce qu'il devait faire, il doit aller se présenter au niveau des collectivités territoriales, la porte d'entrée d'investissement, mais aussi la porte d'entrée de toutes les actions gouvernementales. Aujourd'hui, j'étais sidéré d'entendre ce monsieur parler comme ça. C'est vraiment sidérant parce qu'il dit que peut-être que les maires ne sont pas informés, mais s'il fait le point, on verra que beaucoup de jeunes ou bien beaucoup de femmes ont été financées dans les communes. Je me demande si le président est informé de cette démarche-là. Voilà ma grande question. Parce que ce n'est pas une démarche républicaine. Ce n'est pas une démarche administrative non plus. Voilà mon souci. Je suis toujours optimiste. Maintenant, dans les modalités de déploiement de ces 300 milliards, je vais rester pessimiste. Parce que autant de programmes ont eu ici, je veux parler de l'ANPEJ, même si le gars de l'ANPEJ a essayé de se défendre. Je veux parler ici même du PRODAC. Il y a autant de programmes. Maintenant, la question de l'emploi, on ne peut pas parler de développement des territoires et occulter les dirigeants de ces territoires-là dans la mise en œuvre des politiques publiques. Voilà la problématique de ce pays. Les idées, les efforts du président de la République sont connus et ils sont mesurables et on peut les apprécier positivement. Cependant, il faut que ceux qui vont diriger ces fonds-là, qu'ils comprennent que le Sénégal a pris l'option de travailler, n'est-ce pas, avec la notion de programmation du budget. Et quand on parle de budget programme, toutes les structures qui ont des budgets, ils doivent faire la programmation du déploiement de ce budget-là. Et cette programmation ne saurait se faire sans l'implication des collectivités territoriales. C'est l'option que le Sénégal a pris. Je veux dire à ces gens-là, ils n'ont pas besoin de faire des missions impossibles. Ils n'ont qu'à trouver les collectivités locales, faire des forums communaux, remonter les besoins, et à cela, on va fixer les jeunes dans les territoires. Si on fait les financements seulement on donne les financements seulement au niveau des grandes zones urbaines, toute la population va venir rester là-bas. Et ça ne va pas suivre la logique de déploiement de l'État au niveau des territoires. Le principe est très clair. Que les gens là, qu'ils viennent, qu'on fasse le diagnostic des territoires, on remonte au niveau de leur direction. Si cela est fait, je serai rassuré. Mais si cela n'est pas fait, je resterai sur le pessimisme. Merci. Une question qui relève de 2 axes. L'axe d'abord juridique, mais l'axe aussi événementiel que moi je qualifie. Quand on prend l'aspect juridique, c'est du ressort, n'est-ce pas, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Et c'est le tout peuple souverain qui les a légués ce pouvoir-là. Sur cet aspect, je ne pourrais pas me prononcer. Mais ce qui concerne, n'est-ce pas, la cour des choses, les événements successifs qui ont motivé les reports, je pense à mon niveau, c'est des événements qui justifient fort heureusement le report. Parce que tout le monde sait, depuis un certain temps, le monde est confronté à une pandémie dont les solutions sont toujours en recherche.
à ce niveau, je pense que l'option de reporter les élections, c'est une option qui me semble être la meilleure, ouais, à mon niveau. Et ça vous a permis de travailler ou ça vous a un petit peu créé des problèmes? Un jour de trop n'est pas négligé pour le mandat d'un maire. Surtout, on sait que nous sommes des maires, pour la plupart des maires ruraux, où le besoin, n'est-ce pas, en investissement est énorme. Parce qu'il faudra rappeler que c'était des anciennes communautés rurales où l'État est presque quasiment absent en termes d'installation primaire des infrastructures de base. Donc même si on a 10 ans, ça ne fait que nous aider à travailler. D'ailleurs, c'est l'objet même du renouvellement de nos mandats. Pour nous, c'est que l'État doit appuyer, n'est-ce pas, concomitamment, n'est-ce pas, aux compétences, qu'il appuie un peu le transfert en termes de financiers. Mais là, pour vous dire vrai, nous nous retrouvons dans ce que l'État est en train de faire en termes d'organisation, mais aussi en termes d'accompagnement. Maintenant, au respect au calendrier républicain, il serait souhaitable quand même que les élections ne soient pas repoussées autant de fois. C'est M. Ibrahim Dité, maire de la commune de Djoudjoubou. Djoudjoubou se situe dans le département de Goudomp, la région de Sine. Monsieur le maire, vous êtes en jeune maire avec une jeune commune. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté au cours, en tout cas, de votre premier mandat? Merci d'abord de m'avoir donné l'opportunité, en marge de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au CICAD, tenue au Grand Théâtre, convoquée par le bureau de l'AMS, de m'avoir donné l'opportunité de me prononcer un tout petit peu sur la délicate question de la gestion de la gouvernance locale. Comme vous l'avez dit, moi je suis maire pour la première fois. J'ai été élu en 2014 dans une commune qui vient d'être érigée en commune parce qu'étant d'abord une communauté rurale. Il va sans dire que c'est une tâche qui sera délicate et difficile en même temps parce que c'est le baptême de feu, comme on dit. Je viens de commencer. Mais quand même, j'ai eu à faire des parcours avant d'y arriver. Et je vous dis qu'aujourd'hui, si vous le permettez, on peut vraiment apprécier quand même l'option du Sénégal d'avoir changé du paradigme de gouvernance en quittant les communautés rurales en communes. Je pense que ça a un intérêt certain, n'est-ce pas, dans le développement organisationnel de l'action gouvernementale dans les deux volets, le volet décentralisation et le volet déconcentration. J'en veux pour preuve pour nos petites communes là, ou bien nos nouvelles communes, nous avons en laps de temps, nous avons pu faire des réalisations dont depuis l'indépendance en 2014, on n'a pas. Et cela est lié directement au facteur communalisation intégrale. C'est un aspect très important pour moi dans le cadre du déploiement de l'organisation du territoire. Ouais. Et